Bonjour, mon nom est Guy Provost de ça-par-exemple.com. Aujourd'hui, dans la présentation de la capsule concernant ce qu'on appelle le Forward Secrecy ou un Perfect Forward Secrecy, qu'on pourrait traduire en français comme confidentialité persistante ou même confidentialité persistante parfaite. On va revenir sur ces qualificatifs-là dans peu de temps. Le but de ça, c'est un peu dans la foulée des failles telles que Heartbleed. J'ai cru bon de créer cette capsule-là qui finalement permet de comprendre des façons ou même dans un cas aussi profond que Heartbleed, que les systèmes auraient pu être résilients à ce niveau-là. Donc j'ai tiré un peu cette capsule vidéo-là de la section PFS pour Perfect Forward Secrecy de mon cours sur les fondements de la sécurité informatique, qui n'est pas encore publié, qui est encore en cours de production. Mais le contenu que vous voyez aujourd'hui est tiré en grande partie de ce cours-là. Donc, l'idée derrière ça, c'est de voir que PFS est une façon qui pourrait permettre de rester sécuritaire, même en cas d'exploitation d'une faille telle que Heartbleed. Cette capsule-là est peut-être plus... va contenir des informations, des sujets beaucoup plus avancés en sécurité Internet. Mais je vais tenter de rester tout de même toujours dans le domaine des échanges de clés Diffie-Hellman, qui est carrément la façon d'implémenter Forward Secrecy. Le cours complet qui permet de comprendre les autres technologies connexes qui sont concernées. Si vous désirez connaître ça avec autant de détails qu'on pourrait regarder le Forward Secrecy aujourd'hui, est disponible dans l'offre de cours qui va être publiée sous peu. Donc, sans plus tarder, commençons immédiatement. Les objectifs de la capsule, c'est de comprendre, en tout premier lieu, l'approche PFS. Qu'est-ce qu'on entend par Perfect Forward Secrecy? Le problème qu'elle tente de résoudre, et certains des défis associés à son implantation, parce qu'on devinera que c'est pas tout le monde qui implémente ça encore, qui implante ça encore aujourd'hui. Et surtout, le but de cette capsule-là et de la plupart de mes cours informatiques, c'est de démystifier un peu comment ça marche, comment que ça fonctionne. Qu'est-ce qui en retourne? Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est ce que je veux lever un peu le voile là-dessus. Donc, idéalement, quelqu'un qui pourrait tirer profit de cette capsule-là, qui est quand même assez complexe et assez complète surtout. Si vous avez une connaissance sommaire de l'encryption symétrique et asymétrique, ça va vraiment s'adresser à vous. Vous êtes dans le public cible. Vous n'avez pas besoin de connaître un expert là-dedans, mais juste de comprendre c'est quoi les nuances entre les deux. Je vais quand même proposer un rappel rapide de ces techniques-là dans la capsule. Mais idéalement, là, si vous connaissez ces parties-là, vous êtes un public idéal. Afin de présenter ces concepts-là qui sont quand même pas évidents, je vais prendre des concepts qui sont non mathématiques dans un premier lieu. On ne gardera pas les maths associés à ces choses-là. Le but de ça, c'est de quand même permettre aux personnes qui seraient un peu mal à l'aise ou à travers une présentation purement mathématique de comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai trouvé sur Internet différentes façons de comprendre ces façons-là qui sont pas mathématiques. Et si vous désirez vraiment aller dans le détail, j'ai une deuxième section à la capsule. Là, la dernière partie de la capsule est beaucoup plus mathématique, donc comment que ça fonctionne. Donc, idéalement, pas besoin d'être un informaticien pour comprendre, puis tirer bénéfice de cette capsule-là. Et dans les faits, je serais étonné, moi, je vous dirais que 95% des informaticiens ne seraient pas en mesure de vous expliquer comment ça fonctionne, les concepts qui sont présentés ici. Les informaticiens utilisent souvent ces approches-là, mais sans les comprendre dans le détail. Ce qui est normal parce que l'informatique est construite en se basant sur des constructions de générations qui précèdent. Comme si chaque génération débutait en étant assis sur les épaules d'un géant. On pourrait dire que c'est une suite on se bâtit sur les constructions précédentes.
Puis si on marchait pas de même, l'informatique pourrait pas évoluer à la vitesse qu'elle se développe maintenant. Par contre, de temps à autre, ça vaut la peine de peut-être de ralentir un peu puis de bien comprendre comment que ça marche afin de faire le meilleur choix lorsque le contexte l'exige. Présentement, le contexte de sécurité Internet l'exige. Donc, en un mot, informaticien ou non, l'information que vous aurez acquise ici va vous permettre de faire des choix éclairés. C'est le but de la capsule. Que vous ayez à utiliser la technologie ou la mettre en œuvre, vous serez au moins en mesure de comprendre quels sont les outils qui s'offrent à vous. Donc, le contexte, j'en ai glissé un mot, Heartbleed, la faille Heartbleed a brisé l'Internet pendant un certain temps. Par briser, j'entends vraiment que pendant un bout de temps, tout ce qu'on croyait sécure ne l'était pas tant que ça. Et ce contre-coup-là risque de se faire sentir encore très longtemps par la nature même de la faille en question. Parce que d'un, la faille a été, disons, active pendant plus de 2 ans. Et le vol d'informations qui potentiellement a lieu peut avoir des répercussions pendant des années. On va le voir un peu plus loin pourquoi. Les techniques actuelles de protection de la couche de transport aussi datent de quelques décennies. Alors, c'est peut-être un bon moment de dire nos bonnes vieilles pantoufles. Regarde, faudrait peut-être regarder et analyser un peu les approches, les technologies qu'on utilise pour assurer la confidentialité, l'intégrité bref, la sécurité sur Internet. Donc, c'est un bref rappel. Lorsqu'on veut sécuriser le transport, par transport, j'entends le moyen de communication, le fameux HTTP, on utilise TLS. Vous allez souvent voir TLS, SSL, HTTPS, tous ces termes-là sont constamment galvaudés ou se chevauchent. C'est techniquement parlant, on devrait parler de TLS, Transport Layer Security. C'est le terme parapluie qui permet finalement d'avoir un canal sécurisé dans lequel va se véhiculer un protocole qui lui ne l'est pas, HTTP. Lorsqu'on parle d'HTTPS, de quoi on parle finalement? C'est du HTTP dans un canal TLS. Bref, voilà pour les acronymes TLS, SSL et HTTPS. Dans le courant de la présentation, je vais sans doute passer, je vais dire quelques fois SSL, quelques fois TLS, quelques fois HTTPS. Il faut comprendre qu'on parle toujours du même concept ici. Mais TLS lui-même est composé d'un ensemble d'algorithmes. Et ce choix-là, il y a un choix qui doit être fait entre le client et le serveur au moment de l'établissement du lien initial, ce qu'on appelle du handshaking. Lorsque le client, par client, j'entends bien sûr votre navigateur, Internet Explorer, Chrome, Safari, et ainsi de suite, là. Et lorsqu'il parle avec le serveur sur un lien HTTPS, il doit décider comment ça va se dérouler cette session sécurisée. La plupart du temps, l'établissement du lien sécurisé qui permet l'échange de la clé symétrique, je n'irai pas dans le détail à ce niveau-là, mais je vais faire un mini rappel dans peu de temps. Le but de l'encryption asymétrique, c'est juste de s'assurer qu'on a un canal efficace et sécuritaire pour s'échanger une clé symétrique pour la suite de notre communication. Habituellement, le lien asymétrique qui est créé, le lien sécurisé, c'est très souvent, une encryption asymétrique RSA. RSA, pourquoi? Mais c'est Rivet, Shamir et Adelman, les 3 personnes qui ont finalement créé cette méthode asymétrique de faire de l'encryption. On va voir que cette approche qui est considérée très sécuritaire et qui l'est dans les faits, possède cependant des failles ou du moins une faille conceptuelle qui est quand même très présente et qui a pu être exploitée à travers Heartbleed. Un bref rappel d'une encryption asymétrique de type RSA. Quand on parle d'encryption asymétrique, on parle toujours d'un trousseau de clés. Un trousseau de clés, donc on parle de 2 clés. Une clé qui est publique et une clé qui est privée et qui ne doit jamais, et c'est très important, il ne doit jamais être publié. Et ce qui est encrypté par une de ces clés-là ne peut être décrypté que par l'autre clé. Et le sens de cette encryption-là va définir une fonction. Lorsqu'on veut assurer la confidentialité, on va prendre la clé publique
de la personne à qui on désire parler, qu'on a forcément vu qu'elle est publique, et on va encrypter le message qu'on va transmettre à l'autre personne qui lui va le décrypter avec sa clé privée. Donc le sens public vers privé, c'est pour la confidentialité, tandis que le sens inverse, c'est-à-dire qu'une clé privée qui sert à encrypter et qu'on décrypte avec la clé publique, mais il faut voir ça comme une signature. Il ne faut pas voir ça comme un échange sécurisé, il faut plutôt voir ça comme une preuve que j'ai signé cet échange-là. Donc, vous comprendrez que pour un échange duplex, c'est-à-dire que je vous parle, puis vous me parlez, puis on veut que ça soit toujours dans un terme de confidentialité, ben ça prend deux trousseaux. Un trousseau pour moi, un trousseau pour vous. Et moi, je prends votre clé publique et vous prenez ma clé publique pour me parler. En mots, je comprends que ça peut venir assez lourd. Fait que j'ai fait une petite animation ici assez classique de comment ça fonctionne. Là, je le fais avec des protagonistes qui sont des personnes. Dans les faits, ça se promène pas tout à fait comme ça, mais c'est très efficace pour comprendre le concept. Imaginons 3 personnes. On parle de Alice, Bob et Eve. Si vous êtes nouveau dans le monde des présentations de l'encryption, c'est pas mal souvent les personnes qu'on retrouve là. A pour Alice, B c'est Bob, Eve c'est la personne qui écoute, c'est la personne qui est un peu le hacker sur la ligne, qui va tenter de voler l'information. Eve, pourquoi? Mais c'est pour le mot anglais eavesdrop, qui est de écouter. Alors on a Alice qui désire communiquer avec Bob de façon confidentielle, et on a quelqu'un qui écoute sur la ligne qui est Eve. Le médium de communication, bon, ça pourrait être un peu conceptuel, là, ça peut être du HTTP, ça pourrait être un échange de courriel, un échange par messagerie instantanée, ça importe un peu dans la compréhension ici de cette vue conceptuelle qu'on présente présentement. Donc, imaginons que Alice désire parler à Bob de façon confidentielle. Eh bien, Bob devra se créer un trousseau. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se créer une clé privée, et cette clé-là, il va la conserver, il ne la diffusera sous aucun prétexte, et il va se créer une clé publique associée à sa clé privée. La clé publique peut être déployée, et en fait doit être déployée à la grandeur de la planète. Il n'y a pas de secret par rapport à une clé publique. Le but de ça, c'est qu'elle soit diffusée. Donc, on peut considérer que autant qu'Alice qu'Eve possèdent cette clé-là. Maintenant, Alice désire transmettre un message à Bob et désire le transférer sur un canal dont elle doute un peu de la confidentialité. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va encrypter son message à l'aide de la clé publique de Bob. Donc, ça devient du texte incompréhensible, et elle peut par la suite transmettre son information à Bob. Eve, qui était sur la ligne, elle a intercepté le message. Ne peut rien tirer de l'information qui est transmise. Tout ce qu'elle possède est la clé publique de Bob. Si elle tente de décrypter avec la clé publique de Bob, ça fonctionnera pas, parce que c'est une information qui est encryptée avec cette même clé publique-là. C'est juste Alice qui a fait l'action. Donc, lorsque le message sera transmis à Bob, Bob pourra, lui, utiliser sa clé privée, et c'est la seule personne sur la Terre qui a cette clé-là, car il ne l'a jamais diffusée. Donc, le message peut être transmis de façon sécurisée à Bob à travers une encryption asymétrique de type RSA. C'est mon rappel rapido presto de RSA. Si vous désirez en connaître beaucoup plus sur l'encryption RSA, c'est un chapitre complet du cours sur les fondements de sécurité informatique que vous pourrez consulter sous peu. On a vu une approche qui est un peu, en fait, qui est pas mal conceptuelle. Vous devinerez que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment que le protocole HTTPS, donc HTTP qui est dans un canal TLS, comment que ça se fait au niveau plus réel. Dans les faits, encore une fois, l'enfer est dans les détails, c'est passablement plus complexe que ça, mais avec ce que vous verrez ici, c'est assez fidèle à la réalité de
qu'est-ce qui se passe entre un client et un serveur lorsque vous établissez la communication HTTPS. Donc, d'un côté, on a quelqu'un qui utilise un navigateur, Chrome, Firefox, Internet Explorer, ça importe peu. Et de l'autre côté, une ressource web, par exemple un site bancaire, Amazon, votre courriel, Gmail ou n'importe quoi, qui est sécurisé à l'autre côté, du moins vous tentez d'accéder de façon sécurisée. On va voir qu'il va y avoir une série de communications entre le client et le serveur, une approche client-serveur traditionnelle, et on va voir qu'il va y avoir 3 types de communications. Il va y avoir des communications qui vont être en clair, c'est-à-dire que si Eve était là sur la ligne, elle verrait passer cette information-là. Il y a de l'information qui serait véhiculée en encryption asymétrique et une autre qui serait véhiculée de façon avec une méthode d'encryption symétrique. Par symétrique, qu'est-ce qu'on entend? Ben, c'est peut-être la façon la plus traditionnelle qu'on connaît l'encryption, c'est-à-dire que j'ai une clé qui me permet d'encrypter l'information et cette même clé-là va permettre de décoder ou de déchiffrer le message. C'est la façon la plus traditionnelle. La faiblesse de cette méthode-là, bien sûr, c'est qu'il faut que les deux s'entendent sur cette clé-là. Les deux, le client et le serveur, doivent s'entendre sur cette clé-là. Donc, si moi, je véhicule cette clé-là sur le fil, il faut que je m'assure que personne puisse écouter. Donc, on va voir comment que ça se fait. Dans un premier temps, le navigateur va demander une session HTTPS au serveur. Quand vous tapez https://www.amazon.com par exemple, ce qui se passe, c'est qu'en arrière, le navigateur va ouvrir le port 443 si la ressource est servie sur un port standard. Et ça indique au serveur qui est de l'autre côté, on demande une section sécurisée. Donc, la première chose qui se passe dans une session TLS ou HTTPS, c'est que le serveur va transmettre son certificat. Encore une fois, ici, je n'irai pas dans le détail de qu'est-ce que ça contient, un certificat, à quoi ça sert, mais essentiellement, un certificat, ce qui est important peut-être à retenir ici, c'est que un peu comme un vrai certificat que dans la vie de tous les jours, par exemple, un diplôme universitaire, c'est un document qui a été livré à quelqu'un ou quelque chose, dans ce cas-ci, c'est un serveur, là, qui indique que c'est bien la bonne personne et que cette personne-là a certaines habilités ou du moins une certaine reconnaissance. Dans ce cas-ci, le serveur va transmettre le certificat au navigateur. Pas tout à fait dans cet ordre-là, mais j'ai voulu présenter dans cet ordre-là pour que ce soit un peu plus simple à comprendre. Le serveur et le client et le serveur vont maintenant s'entendre sur une méthode d'encryption symétrique. Et c'est important ici de comprendre, on va le voir en détail, c'est vraiment le point central du Perfect Forward Secrecy, c'est que le client et le serveur vont s'entendre sur une façon dont nous allons sous peu entamer la partie symétrique de la communication. Il y a vraiment différentes stratégies à ce niveau-là de comment faire de l'encryption symétrique. Alors, il y a une espèce d'entente qui doit se faire ici entre le client et le serveur, autant au niveau des capacités de chacun de ces intervenants-là. On doit arriver à un accord à ce niveau-là. Par la suite, le client, donc le navigateur, va valider le certificat. Par valider le certificat, il va regarder le nom de domaine associé au certificat, est-ce qu'il correspond au nom de domaine du navigateur présentement, donc sur le site sur lequel vous êtes présentement, s'assurer que le certificat n'est pas révoqué, que le certificat est dans des dates encore valides de fonctionnement, et ainsi de suite. Si ça fonctionne, par après, le client va s'inventer une clé de session, un chiffre. Là, j'ai mis ici 89, dans la vraie vie, c'est un chiffre qui est beaucoup, beaucoup plus gros. Mais il va s'inventer une clé de session. Ce sera la clé dans l'encryption symétrique qui a été un peu amorcée à l'étape précédente. Par la suite, ce qui va se faire, c'est que le client va encrypter la clé de session, donc la valeur ici 89, grâce à la clé publique asymétrique qui était contenue dans le certificat. Parce qu'un certificat aussi publie la clé publique du détenteur de ce certificat-là. Donc, c'est une façon de s'assurer que je vais encrypter de façon asymétrique ma clé de session symétrique afin que personne puisse écouter sur la ligne la valeur de ma clé de session symétrique que je dois transmettre au serveur. Dans ce cas-ci, par exemple, imaginons que j'ai encrypté
ma valeur de clé de session symétrique 89, puis là maintenant que ça donne HX89T, et je désire transmettre cette information-là au serveur pour lui indiquer, hey serveur, je veux qu'on utilise 89 comme clé de session. C'est alors que cette information-là va être, j'ai mis le lien en orange là, ici, pour dire que ce bout de communication-là est en encryption asymétrique. C'est-à-dire le client s'est servi de la clé publique du serveur afin d'encrypter la clé de session qui lui est transmise. De cette façon-là, quelqu'un est en train d'écouter sur la ligne ici ne pourra pas rien en tirer. Le serveur, ce qu'il va faire, c'est que, vu qu'il sait la méthode d'encryption symétrique utilisée, il va, grâce avec sa clé privée asymétrique, retrouver la valeur 89 et par la suite pourra établir une session sécurisée symétrique à l'aide de cette valeur-là, 89, et là on tombe dans une communication symétrique. Donc, tout ça, c'est comme ça que ça se passe, et ça se fait des années ou quelques décennies que ça se passe comme ça, ou à peu près. Il y a juste un problème peut-être fondamental à cette conception-là. Puis imaginons le comportement suivant. Là. Imaginons que Eve, elle écoute sur la ligne entre le client et le serveur, puis elle désire vraiment. Puis j'ai mis des étoiles à côté du vraiment, c'est que elle veut vraiment savoir ce que Alice dit à Bob. Elle est très déterminée. Donc, elle décide d'enregistrer et de conserver tous les messages qui sont transmis par Alice, même si elle peut pas rien en tirer présentement. Là. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle conserve de l'information du charabia. Elle conserve. Et un jour, elle entre chez Bob, Bob est sorti, et il lui vole la clé privée à son insu. Parce que cette clé-là, forcément, Bob doit la protéger. C'est une valeur très, très, très sensible. Et il doit l'utiliser, il doit pouvoir, bref, y accéder de temps à autre lorsqu'il désire décrypter une information qui lui était destinée. Mais il doit aussi la sécuriser. Et c'est là un peu le problème du RSA. Là. Donc, bref, physiquement, Eve se rend sur place, ouvre le coffre-fort, ou peu importe, ou tue Bob, peu importe l'action qu'elle fait, elle a réussi à lui voler la clé privée. À son insu ou non, celle dessus, là, il va être au courant, mais bref, s'il l'a laissé quelque part, elle copie, parce qu'elle s'en tourne chez elle. Le problème, c'est qu'elle va pouvoir maintenant faire rejouer les anciennes communications qu'elle détenait. Donc, ayant en main la clé privée et les messages qui étaient encryptés par la clé publique, tous les messages peut-être qui ont été faits durant les 2 dernières années, elle peut maintenant décrypter tous les messages qu'elle a conservés durant des jours, des mois ou des années. Vous comprendrez que l'affaire Heartbleed a permis justement le vol de la clé privée. Bref, c'est une façon de voler la clé privée d'un serveur. Si ce serveur-là utilisait un OpenSSL 1.01 de la version AAF, ce bug-là était présent pendant presque 2 ans et demi. Regardez la capsule Heartbleed si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là. Si un tiers, par tiers, là, j'entends le Eve là, en question, si un tiers patient, puis là on pourrait penser par exemple à la NSA, a pendant un certain temps conservé le trafic encrypté et a exploité cette faille-là, ben bref, toute cette communication-là qui était censée être encryptée entre le client et le serveur, ben, aurait tout aussi bien pu être en clair, parce que maintenant j'ai la clé qui me permet de tout comprendre ça. Est-ce qu'on va dire qu'il existe une stratégie qui permettrait de résister à un vol de clés privées? Ben là, bien sûr, vous aurez deviné que la réponse est oui, c'est même la raison d'être de cette capsule-là. Là. C'est la confidentialité persistante parfaite, ou la PFS, là, Perfect Forward Secrecy. OK, c'est beau, mais comment ça marche faire du PFS? Ben, il s'agit d'une stratégie asymétrique qui est différente de RSA, on va le deviner. Et son nom, c'est Diffie-Hellman, ou plus exactement l'échange de clés Diffie-Hellman, qu'on appelle, l'acronyme pour être DHE, là, pour Diffie-Hellman Exchange, ou K-Exchange.
Et l'idée derrière ça, c'est que ça repose sur un secret qui va être construit par les deux personnes. Ça va être un secret qui sera jamais échangé. Ce sera pas un secret qui est nécessaire de conserver, mais qui va être construit par les deux protagonistes, les deux personnes, les deux entités qui désirent se parler. Bon, vous aurez deviné que cette construction cette construction-là, c'est une construction mathématique, mais si vous êtes vous voulez vraiment voir comment ça fonctionne, la dernière partie de la capsule va justement dans ce niveau-là de comment que ça se fait dans les termes en vrai, autrement dit. Mais ça reste très accessible. C'est des mathématiques, somme toute, simples à aborder. Ça va exiger par contre de comprendre, ou du moins peut-être un rappel de l'arithmétique modulo. Si ça vous inquiète, je vous dirais de ne pas stresser. Je vais faire un rappel au niveau là, c'est très simple à comprendre, ça s'explique en une diapositive. Donc, il existe plusieurs façons de réaliser l'encryption Diffie-Hellman ou DH. Là. Puis je vais juste donner un peu de lexique pour la suite. C'est qu'il y a deux grandes familles. Il y a la Diffie-Hellman pure et la Diffie-Hellman éphémère, Ephemeral Diffie-Hellman. Seule la version éphémère, donc le Ephemeral Diffie-Hellman, permet de réaliser du PFS. Diffie-Hellman pure, c'est la façon de faire cette espèce de construction-là. La Diffie-Hellman éphémère, c'est la façon qu'on doit l'utiliser, puis la stratégie qu'on doit prendre pour pouvoir arriver à faire du Perfect Forward Secrecy. Donc, au niveau de l'alphabet, la soupe à l'alphabet, DHE pourrait être indiqué comme la version éphémère de Diffie-Hellman, et ECDHE est un nom plus compliqué, on le voit ici, Elliptical Curve Ephemeral Diffie-Hellman. C'est juste une autre façon de calculer la clé. Je ne l'expliquerai pas dans cette présentation-là, c'est un autre niveau de complexité. Mais c'est juste une façon différente de calculer ces clés-là pour que ce soit plus efficace pour un ordinateur. Mais le concept reste le même. Donc, au long de présentation, là, je vais utiliser DH ou DHE comme acronyme, puis je n'expliquerai pas les différences apportées par la version EC. Vers la fin de la présentation, je vais glisser plus avec cet acronyme-là, parce qu'on va aller justement dans les acronymes qui sont utilisés par les navigateurs, donc on va voir souvent cet acronyme-là. Mais lorsque vous voyez ces acronymes-là, dites-vous Diffie-Hellman, puis le concept va être viable quand même. Dans les faits, l'implémentation réelle, c'est vraiment celle avec elliptical curve, donc les courbes elliptiques, une façon de calculer, mais qui est drôlement plus complexe à expliquer, puis qui aide aucunement à la compréhension. Donc je vais juste vous le nommer ici, mais on n'ira pas dans le détail de sa création comme telle. Pour bien comprendre les échanges Diffie-Hellman, il est important aussi de saisir c'est quoi une fonction trapdoor. J'ai pas trouvé une fonction trap, mais je sais pas, c'est comme... J'entends souvent le trapdoor function, parce que j'ai gardé le trapdoor. C'est quoi une fonction trapdoor? C'est une fonction mathématique qui est facile à faire dans un sens, mais très difficile dans l'autre. C'est pas mal le fondement derrière la sécurité informatique. Un exemple simpliste, là. Si je vous donne un assez gros chiffre, là, 6 895 601, puis je vous dis que ce chiffre-là est le produit de deux entiers premiers. Puis je vous demande, trouvez-moi ces deux chiffres-là. Si vous avez juste un crayon, pas d'ordinateur, ça va vous prendre un certain temps. Il n'y a pas de magie derrière ça. Vous n'aurez pas d'autre choix que de faire un peu de factoriser ce chiffre-là. Si par contre, je vous dis, un de ces deux chiffres-là, c'est 1931, là, vous allez trouver immédiatement avec une calculatrice, vous allez prendre le chiffre, vous allez diviser par 1931, vous verrez que c'est 3571. Si moi je détenais le secret 1931 et 3571, je pouvais créer facilement le produit de ça, c'est très simple, pour donner 6 895 601. Mais si vous, tout ce que vous avez en main, c'est le résultat de ce produit de nombres premiers, c'est important, là, les nombres, que ce soit des nombres premiers, vous ne pourrez pas le trouver rapidement, vous n'aurez pas d'autre choix que de
de les essayer un après l'autre, ce qui est long comme fonctionnement. Donc, c'est un peu la fonction le rôle d'une fonction trapdoor. Vous comprendrez, là, cet exemple-là est simpliste, là, c'est quand même des sommes assez petites. Puis avec un ordinateur, en peu de temps, vous pourrez multiplier finalement tous les premiers nombres premiers, puis finalement tomber sur la bonne réponse en quelques secondes. Mais si par contre, si j'utilisais des nombres premiers beaucoup plus grands, puis quand je parle de beaucoup plus grands, là, je vais vous donner un exemple tantôt, c'est des chiffres qui sont... il n'y a pas de mots là, pour la grosseur du chiffre, là, c'est vraiment trop énorme, là, c'est des chiffres... 300 quelques positions, 300 quelques décimales, chiffres dans le nombre. Ben, même les plus puissants ordinateurs ne pourraient même pas trouver la réponse par la force brute, même après des dizaines d'années de travail continu. Donc, l'idée même de ça, c'est de faire quelque chose qui est juste compliqué et long, sans équation, qui permet de rapidement trouver la réponse. Donc, facile à calculer dans un sens, dans ce cas-ci, un produit de deux nombres premiers, mais difficile dans l'autre, parce que ça exige une factorisation en nombres premiers ou par la force brute, ce qui sont des choses longues à faire. Donc, avant de plonger dans le modèle mathématique comme tel, puis je vais vous avertir avant, qui permet l'encryption DHE, un exemple plus concret qui va vous permettre de comprendre l'approche. Au lieu de prendre des chiffres puis tout ça, je vais prendre des couleurs comme médium. C'est une approche qui se fait souvent dans ces cas-là pour comprendre c'est pas moi qui ai inventé ça, j'ai réutilisé ce que j'ai trouvé lorsque j'ai appris ces approches-là. Dans le sens que faire des mélanges de couleurs, c'est quelque chose qui est facile, mais défaire ces mélanges-là pour arriver aux couleurs initiales, c'est complexe. Dans ce cas-ci, on pourrait dire que notre trapdoor, c'est faire des couleurs, c'est facile, les défaire, c'est plus complexe. Et il faut toujours garder en tête que Eve, elle écoute sur la ligne en tout temps. Donc Eve, c'est une machine, là. Elle écoute, puis il n'y a rien qui passe, il y a rien qui passe inaperçu pour Eve. Donc, imaginons que la clé avec laquelle Bob et Alice pourront encrypter leur message est une couleur. Là, on ne parle pas de chiffres, là, on parle de couleur. Imaginons aussi que cette couleur-là, connue que 2, est une clé d'encryption. Donc, le but, c'est d'arriver à une couleur que les deux personnes vont connaître, mais sans avoir à la véhiculer, pour que les deux arrivent à cette même couleur-là. En mots, c'est simple, mais comment Bob et Alice peuvent-ils s'entendre tous les deux sur une couleur sans que Eve soit au courant? Parce que là, on parle pas que Alice va parler au téléphone à Bob pour dire on prend telle couleur, puis après elle l'utilise sur un réseau Internet. Je parle vraiment dans le sens de communication, peu importe la méthode de communication. Comment Alice et Bob peuvent-ils s'entendre pour une couleur, sur une couleur, sans que Eve soit au courant? Donc, sans jamais se véhiculer l'information, comment Alice et Bob peuvent s'entendre sur une couleur, là. Donc, autrement dit, comment peuvent-ils se communiquer cette couleur-là sans qu'Eve intercepte la communication? On va reprendre notre exemple de tantôt, où on a Alice qui tente de parler à Bob, et Eve qui écoute sur la ligne. Donc, tout d'abord, Bob et Alice vont s'entendre publiquement. Quand je parle publiquement, c'est-à-dire sans cachette, sur la place publique, Alice dit à Bob, garde, Bob, on s'entend, on commence, on prend jaune. On va partir sur le jaune. Eve va être au courant de cette couleur-là parce qu'elle l'a entendu. Donc, dans ce cas-ci, tout le monde s'est entendu, sans que Eve en cachette, là, mais Alice et Bob s'entendent sur dire on part avec le jaune. Maintenant, c'est la partie importante, c'est que Alice et Bob, sans rien dire à personne, quand je dis personne, c'est personne. Alice ne dit même pas ça à Bob. Elle vraiment tout seul dans son coin, et Bob fait la même chose. Ils vont choisir chacun une couleur qui leur sera privée. Dans ce cas-ci, Alice a décidé qu'elle choisissait rouge comme couleur privée, et Bob a décidé qu'il choisissait bleu comme couleur privée. Par la suite, Alice et Bob, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mélanger cette couleur privée-là, chacune de leurs couleurs privées, ils vont la mélanger à la couleur sur laquelle ils se sont entendus. Ce qui va créer une nouvelle couleur, une espèce de orange pour Alice, puis une espèce de vert pâle pour Bob.
Par la suite, Alice, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va toujours garder privé son rouge. Mais elle va le transmettre, la mixture, avec le jaune à Bob. Son espèce d'orange, on va le transmettre à Bob. Bob va faire la même chose. Bob va conserver sa couleur privée bleue et va transmettre le vert qu'il a trouvé en mixant son bleu avec le jaune. Donc, on a Alice qui a transféré sa couleur mixée et Bob qui a transféré sa couleur mixée lui aussi. Ce qui n'a pas échappé à Eve. Eve va tout conserver. Là. Elle a le jaune initial, la mixture de Alice, la mixture de Bob. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un peu ce qu'on parlait tantôt au niveau de notre trapdoor. C'est que Alice et Bob vont prendre chacun leur couleur privée, donc le rouge dans le cas d'Alice et le bleu dans la couleur de Bob. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mélanger. Ils vont faire une nouvelle mixture. Il va arriver une nouvelle couleur que là, j'ai pas de nom. Une espèce de brun-gris. Et Bob va faire la même chose. Et c'est là la force un peu de cet algorithme-là. C'est qu'on va arriver à la même couleur. Et Eve va tenter, avec l'information qu'elle a, d'arriver à cette couleur-là. Elle ne pourra pas arriver. Ce mélange-là peut pas être acquis sans le rouge d'Alice ou le bleu de Bob. C'est le concept même. Donc ici, ce qu'on a, c'est que Alice et Bob ont réussi à s'entendre sur une couleur sans avoir à véhiculer une information qui permettrait à quelqu'un d'arriver à cette couleur-là. Bon, on parle de Perfect Forward Secrecy, donc une approche parfaite. Quand c'est parfait, c'est dur à battre. Est-ce que c'est vraiment parfait? Bon. Donc, ça laisse supposer qu'aucune faille n'est possible. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est parfait? Ben, elle est parfaite, par contre, en ce sens qu'il devient possible pour deux personnes qui tentent de se parler, en toute confidentialité, de jamais avoir à divulguer la clé. Et divulguer dans le sens là, vraiment profond. C'est que si cette clé-là n'a une valeur que temporelle, je vais l'utiliser pour cette discussion-là, je tombe dans le côté éphémère qu'on va voir sous peu, là. Mais derrière ça, c'est que la faiblesse du RSA n'est plus là. On va voir que ça règle pas tous les problèmes. On va le voir dans un petit peu plus de détails sous peu. Dans cet échange-là, si quelqu'un qui connaît un peu comment fonctionnent les certificats et le RSA, on voit que les échanges de clés d'Iffy-Hellman n'ont pas de prétention au niveau de l'authentification de l'interlocuteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai pas de structure, j'ai rien qui me permet de dire OK, Alice veut s'adresser à Bob, mais elle sait pas, elle a rien qui dit oui, c'est vraiment Bob. RSA est fort à ce niveau-là, au niveau de l'authentification. C'est que la technique est mise en place afin de s'assurer que je parle vraiment à Bob. J'ai un côté authentifié. Mais Diffie-Hellman n'a pas cette prétention-là. Puis Diffie-Hellman aussi est sensible à une attaque man in the middle. Quelqu'un qui pourrait faire des replay attaques sur le réseau pourrait aussi en arriver là, parce que la force de Diffie-Hellman, c'est beaucoup plus d'arriver à dire on se crée une clé sans avoir à rien dire, mais tous les fondements de replay, tous les fondements associés à l'authentification de l'interlocuteur ne sont pas présents dans Diffie-Hellman. RSA, par contre, oui. Puis comme souvent en informatique, c'est rare qu'une seule technique qui règle tous les problèmes. On va voir, c'est plutôt un amalgame de ces techniques-là qui vont arriver à une solution beaucoup plus solide. Donc, l'idée derrière ça, c'est de profiter des forces de chacune des stratégies au sein d'une solution là, globale. Donc, aujourd'hui, le Perfect Forward Secrecy, c'est quelque chose qui existe, qui est utilisé, pas assez, mais qui l'est. Et quand c'est fait, mais c'est fait avec un ensemble de stratégies. Quelles sont ces stratégies-là? Ben, on utilise les clés RSA pour la gestion du concept de certificat. Donc, le concept de signature avec la clé privée puis publique, on l'utilise. Ce bout-là est solide. Ça prend aussi une PKI. Je n'irai pas dans le détail de ce qu'est une PKI, une infrastructure à clé publique, mais
avec un concept d'autorité de certification, d'un tiers de confiance, qui a une autorité qui émet des certificats. Encore là, si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, tout le cours sur les fondements de sécurité informatique explique ça avec beaucoup de détails. Mais on utilise ça aussi. Mais lorsqu'on vient le temps d'échanger la clé d'encryption, c'est là qu'on va prendre les échanges de clés Diffie-Hellman. Bref, en un mot, c'est quoi? PFS, c'est quoi? Mais c'est pas utiliser la clé publique de Bob pour lui transmettre un message sécurisé. C'est là le gros problème, la grosse faille conceptuelle de RSA, c'est que le certificat contient de l'information qui va me permettre de savoir que je m'adresse vraiment à cette personne-là. Mais en plus, j'utilise cette même information-là afin de communiquer de l'information sensible. C'est ce bout-là qu'on devrait éviter si on va faire du Perfect Forward Secrecy. Donc, utiliser plutôt cette clé-là afin de valider l'identité de Bob. Puis, dans le fond, là, cette clé-là est vraiment inclue dans le certificat pour une raison. C'est de s'assurer que c'est bien de Bob qu'il s'agit. Pas nécessairement d'une façon ou d'un vecteur par lequel je dois communiquer l'information sensible à Bob, comme on le fait présentement, quand on a une approche purement RSA. Et c'est là la différence, justement, c'est d'utiliser les clés Diffie-Hellman afin d'échanger une clé symétrique pour la session qui est en cours. Et si on veut vraiment que la solution soit Perfect Forward Secrecy, il faut s'assurer que ces clés-là sont éphémères. Donc, que lorsque la communication est finie, ces clés-là, le rouge et le bleu de Alice et Bob, sont tout simplement jamais conservés. De sorte que si jamais quelqu'un arrivait à conserver des années d'informations encryptées, il n'y aura pas d'équivalent qui va lui permettre à Eve d'aller voler quelque chose afin de pouvoir rejouer ça en clair. Parce que ces clés-là n'existeront plus, ils ont été détruites, donc ils ne sont plus disponibles. D'où la raison de parfait, c'est qu'il n'y a plus de preuves, il n'y a plus de traces. L'information est volatile à ce niveau-là, au niveau de comment on peut décrypter cette information-là. Bref, c'est pas sorcier, c'est simple. Alors, pourquoi on devra dire super, alors go, on l'utilise. Si elle est parfaite, pourquoi on l'utilise pas, ou peu, ou pas partout, ou pas tout le temps. Ben, le premier impact, c'est que le Diffie-Hellman a un coût informatique. Pas coût au niveau du sens monétaire, mais de performance des serveurs. Selon des analyses, on a à peu près une perte de performance d'environ de 15% lorsqu'on utilise du Diffie-Hellman. Il y a différentes techniques qui aident à rendre ça plus efficace. Justement, finalement, je parlais un peu plus tôt de l'elliptical curve Diffie-Hellman, c'est une autre façon de calculer ces clés-là. Mais ça reste qu'il y a un impact de performance associé à ça. Le deuxième impact, c'est la perception. Ça fait 20 ans qu'on fait du RSA. C'est fiable. On est bien dans nos pantoufles. Ça marche. Pourquoi arrêter? Ce qui explique un peu le troisième impact, c'est que c'est à cause de ça, mais il n'y a pas un énorme support client et serveur. Puis on va le voir avec un petit peu plus de détails. Par contre, je suis pas mal certain que ça, c'est les premières choses qui vont changer. Puis ça va changer cette année. Le monde a été sensibilisé ou blessé par Heartbleed. Et ça, je peux vous assurer que l'union RSA Diffie-Hellman est maintenant quasi assurée et que le support de tout ça va être accéléré dans les mois qui viennent. Et si moi, en tant qu'utilisateur allumé, averti, je veux savoir si je suis sur un serveur qui utilise ça, est-ce que j'ai les bons logiciels, quels sont les navigateurs qui supportent le niveau CDHE, qui est la version là, utilisée dans les navigateurs afin de supporter les échanges de clés éphémères. Si vous avez la dernière version de Chrome, c'est-à-dire 34 et plus, si vous avez la dernière version d'Internet Explorer, c'est-à-dire Explorer 11 et plus, si vous prenez la dernière version de Firefox, d'Opera, Safari, qui date quand même, Safari de quelques années, ça fonctionne. Ces logiciels-là supportent l'échange de clés Diffie-Hellman éphémère,
Mais le support client, c'est-à-dire le support du navigateur, c'est juste une partie de l'équation. Il faut aussi que le serveur, lui aussi, supporte cet échange-là. Puis comme présenté un peu plus tôt, on se rappelle que lors du handshake HTTPS, lorsque le client et le serveur entament une discussion pour savoir comment ils vont sécuriser le lien, il faut que le client puis le serveur finalement discute afin de déterminer le cipher ou le chiffrage là, qui va être utilisé. Bon, c'est un petit rappel, on a vu cette présentation-là tantôt, une demande de session HTTPS, le serveur transmet le certificat. Par la suite, le choix de la méthode d'encryption symétrique est dealé ou discuté. Validation du certificat, création d'une clé de session, encryption de la clé de session via la clé publique du certificat. Et là, ici, c'est la partie où, au lieu de prendre la clé publique du certificat qui était au sein du certificat, là, ici, là, via la clé publique du certificat, c'est à ce moment-là qu'on devrait justement dealer dans le handshake, de dire, quand on va transmettre cette clé de session-là, on va le faire à l'aide de la technologie Diffie-Hellman éphémère. Et de cette façon-là, cet échange-là va vraiment être sécurisé de façon parfaite selon les stratégies de Perfect Forward Secrecy. Puis si je veux faire un peu plus compliqué en plus, on a parlé que il y a des navigateurs, il y a des serveurs web, mais il reste aussi le système d'exploitation parce que il y a certaines fonctionnalités autant serveur que client qui résident dans le système d'exploitation, pas juste au niveau du navigateur comme tel. Parce que chaque système d'exploitation implémente le SSL ou le TLS via une librairie. Au niveau des noms, là, si vous voulez mettre des noms sur les sur les produits, Linux vient avec OpenSSL, c'est-à-dire que le système d'exploitation Linux, son fondement au niveau de comment j'implémente le TLS se fait à l'aide de la librairie OpenSSL qui est celle justement qui était durant 2 ans et demi victime là, du bug Heartbleed. Microsoft, c'est-à-dire Windows, que ce soit Windows standard ou Windows Server, utilise une implémentation propriétaire qui est la leur, qui s'appelle Secure Channel ou S-Channel. Macintosh utilise une implémentation qui s'appelle Secure Transport. Bref, chaque produit système d'exploitation vient avec sa librairie. Puis aussi, chaque OS vient avec une version de cette librairie-là. Il faut donc que l'OS et que la librairie utilisée implémente le ECDHE, qui est l'échange éphémère de clés Diffie-Hellman. Donc, si vous êtes dans Windows, il faudrait comme se faire à l'idée qu'éventuellement, Windows XP, il faudrait éventuellement s'en débarrasser. C'est que Windows XP, lorsqu'il a été créé, ça fait quand même 14 ans, je crois, n'a pas les capacités de faire cet échange de clés-là. Vista, même s'il n'y a pas grand monde qui l'a utilisé, il le pouvait, mais un support, j'ai mis à 50% parce que c'est un support très, très embryonnaire. Donc, Windows 7 ou Windows 8, eux l'implémentent à 100%. Au niveau de Windows Server 2003 et 2008 ont un début d'implantation, de support de ECDHE, mais Windows 2008 R2 et plus, c'est-à-dire 2008 R2, Windows Server 2012, eux supportent complètement ECDHE. Au niveau de Linux, si votre distro a OpenSSL 1.0.1, mais là c'est drôlement important d'avoir 1.0.1G et non de A à F, parce que A à F a la faille Heartbleed. Vous avez un support complet aussi de ECDHE. Concernant Macintosh, c'est la version OS X 19X supporte en montant là, et en montant supporte le ECDHE. Maintenant, petit démo, c'est comment je fais, ça a l'air de quoi? C'est bien beau me dire telle version le fait, mais je veux le voir. J'ai mis ici 2 liens.
Le premier lien, c'est sur SSL Labs, qui est un très bon site lorsque vient le temps de comprendre ces technologies sécuritaires-là. Le premier va tester votre client, c'est-à-dire votre navigateur, tandis que le deuxième va vous permettre de tester des sites. Alors, si je regarde le premier lien, je vais juste placer le... Désolé, là. Je vais placer dans le viewport là, pour qu'on puisse bien voir la... Bon. Donc, là, j'utilise, j'ai la version de Chrome, la dernière version de Chrome, je suis allé sur le site qui est là, et Qualis SSL Labs va me dire les capacités SSL TLS de mon navigateur. Alors, si je descends quelque peu, je vois ici dans la section Cipher Suites, c'est-à-dire les suites de chiffrage, dans un ordre de préférence. Puis c'est là que c'est important, c'est que si je prends Chrome, la dernière version, la première façon qu'il va tenter de faire du transfert asymétrique de la clé de session, il va le faire avec TLS, ECDHE, blablabla. Quand vous voyez ECDHE dans le nom du cipher, ou DHE, c'est que vous êtes en mode Forward Secrecy. Et l'outil SSL Labs a d'ailleurs pris la peine de maintenant de dire, OK, vous êtes en Forward Secrecy, en PFS, là, Perfect Forward Secrecy. Donc, on voit que Chrome, à ce niveau-là, est assez exemplaire. C'est que toutes les suites possibles de Cipher à utiliser, il les priorise. C'est-à-dire qu'il tente autant que possible de prioriser des modes de chiffrage implémentant le Forward Secrecy. Et si le serveur à l'autre bout dit je supporte pas lui, et il en arrive, ben, t'es-tu capable de faire lui? Là, il sera plus en Perfect Forward Secrecy. Mais avant qu'il tombe là, il faut vraiment que le serveur dise non à toutes ces tentatives d'échange-là. Et c'est un peu pour ça que je vous disais tantôt dans la présentation compréhension du HTTPS, c'est que tout ce travail-là se fait dans les premières millisecondes d'établissement du lien HTTPS. Et c'est un peu un client qui parle au serveur, t'es-tu capable de faire ça? Non, je ne peux pas faire ça, je préfère ça. Puis c'est grâce à ces tables-là. Donc on voit qu'avec Chrome, on est correct dans le sens qu'il les priorise. Et non seulement il les supporte, mais il les priorise. Si maintenant on allait voir avec Internet Explorer, encore une fois, désolé, je vais juste moi j'ai la version 11 et je vais juste conserver le lien. Je descends ici un peu plus bas et on voit ici encore une fois les suites de chiffrage avec la préférence. On voit que Internet Explorer en premier lieu va favoriser les échanges asymétriques RSA et dans un deuxième lieu les Perfect Forward Secrecy, les clés défilement éphémères. Donc si un serveur, dans le cas d'Internet Explorer, il faudrait vraiment qu'un serveur dise non à ça avant que Internet Explorer tombe en mode Forward Secrecy. Donc on voit qu'il y a une union entre les deux. On va voir du côté serveur un petit peu plus tard. Si maintenant je vais la voir avec Firefox. Et encore une fois, désolé, là, je dois absolument m'adapter au... Non. Et je m'en vais là. Et je descends un peu. Je vois aussi que Firefox joue du côté exemplaire de la chose, c'est qu'il priorise en premier les échanges de clés asymétriques permettant le Forward Secrecy. Vous pouvez faire le test avec Opera, avec Safari, là, vous comprenez un peu le concept. Ces liens-là permettent ça. Maintenant, si je désire connaître concernant un site web, je vais juste on voit comme il faut, mais j'aurais juste à taper ici, par exemple, un nom de domaine.
Et par la suite, je vais avoir un peu, ce site-là va me permettre de tester un peu, d'avoir une note au niveau du SSL, TLS. On voit par exemple, c'est un site que je vous recommande grandement si vous avez des doutes sur un site ou un domaine. On a une information même sur Heartbleed. Il n'est pas vulnérable à Heartbleed. L'information qui dit je supporte seulement les navigateurs qui implémentent le SNI, qui est une façon de gérer les certificats, de distribuer les certificats. Mais si on descend un petit peu plus tard, un petit peu plus bas, au niveau des Cypher Suite, c'est-à-dire que maintenant on parle pas on parle pas du client, on parle du serveur. C'est-à-dire que ce serveur-là, en premier lieu, va proposer au client. Moi, mon premier choix, là, c'est ce Cypher-là, qui est, on voit FS ici, Forward Secrecy. Donc, si on a un mariage on a un hit entre le client et le serveur au niveau du premier protocole priorisé, mais c'est celui-là qui va être utilisé. Donc, on voit que à ce niveau-là, Google le fait, Gmail le fait, mais si je vais par exemple sur un site, pas là, excusez, je vais juste en choisir un autre. Si je prends par exemple un site bancaire, je vais juste aller. Là, il était pas en cache, là, ce qui ferait que ça prend un certain temps parce que ce que le serveur fait finalement, c'est de parler à l'autre serveur et de tester ces négociations-là, un peu pour avoir un ensemble complet du pédigré HTTPS de ce serveur-là. Ça sera pas très long, là. C'est en train de se compléter. Donc, là, je vois sur le site de CIBC. OK, Heartbleed n'est pas là. Et on a une petite information ici qui me dit ce serveur ne supporte pas la Forward Secrecy avec les serveurs référencés. Si je descends un peu plus bas, je vais aller voir que ce serveur-là m'offre seulement 4 choix de Cypher Suite. Et ces 4 choix-là sont purement RSA. Là. Donc, pas de CDHE et ce genre de choses-là qu'on a vu un peu plus tôt. Donc, ce site-là, qui doit forcément avoir un certain niveau de sécurité, on parle d'une banque, n'implémente pas les clés FMA difficilement. C'est un peu l'état l'état actuel. Il y a des raisons de performance, il y a plein de raisons qui expliquent ces choix-là. Et je pense que c'est ces choix-là qui vont être grandement bousculés par Heartbleed. Et on devrait avoir éventuellement, ou du moins, un gros changement à ce niveau-là. Donc, on voit que le support c'est pas si évident. C'est pas oui, non, il supporte ou il supporte pas. On voit que même si un navigateur le supporte ces chiffrages-là, c'est les Cypher Suite qu'on a vus, ça veut pas dire qu'il priorise de la même façon. Puis il faut que le serveur et le système d'exploitation priorisent aussi de leur côté les chiffrages pour supporter. Donc, ce deal-là, cette espèce d'entente-là, se fait lors du handshake initial. Et c'est un choix qui est négocié entre le client et le serveur en tout début d'échange. Donc, en un mot commençant, là, ce mariage, configuration serveur, configuration client et système d'exploitation explique le fait que souvent, il n'est pas utilisé. Vous pourrez faire vos propres tests avec les sites que vous allez, Facebook et compagnie, faire les tests avec les outils que je vous ai proposés ici. Vous pourrez voir l'état de la situation dans votre contexte d'utilisation à vous. Comme je disais tantôt, ça, pour moi, c'est appelé à changer sous peu. Puis ces dernières années, il y a une grande tendance qui dit HTTPS everywhere, c'est-à-dire utilisons toujours HTTPS. Maintenant, selon moi, ça va être utilisons toujours HTTPS en s'assurant qu'on est en perfect forward secrecy. Et justement, cette méthode, ce chiffrage-là, va être une façon que les clés de session seront échangées. À cause de Heartbleed, à cause des révélations de Snowden sur la NSA, parce qu'en faisant ça, c'est qu'on rend ça grandement plus complexe pour quiconque désire espionner la communication. On ne veut pas tomber dans les complots, mais on suppose que la NSA était au courant de la faille Heartbleed depuis longtemps et qu'il exploitait
Peut-être c'est pas vrai. Ça, c'est le genre d'information je pense pas qu'on puisse savoir un jour. Par contre, le source de OpenSSL était tout de même disponible sur GitHub. Était un lien qui était grandement lisible à tous et chacun. Et on sait très bien que la NSA, on parle de milliers de personnes, experts en sécurité, qui ne cherchent que des failles à exploiter. On suppose qu'ils étaient au courant un peu de ça. Et les clés privées RSA sont susceptibles au vol à quiconque a les moyens. Et lorsqu'on parle de ces organisations-là, ben écoute, pas de doute là-dessus. Là. Ces organisations-là, ils ont les moyens. Et si quelque chose peut être volé, ils vont faire tout pour les voler. Si vous enlevez cette logique-là de dire ben ça peut pas être volé parce que ça n'existe plus, ben là vous tombez dans le monde ce qu'on appelle parfait. Maintenant, la prochaine section, c'est avec le contenu beaucoup plus technique. Donc, ça clôt la première partie de la capsule. J'ai une capsule assez étoffée tout de même. Donc, pour comprendre le Perfect Forward Secrecy dans son concept, vous avez en main tout ce qu'il faut pour être vraiment tout à fait en mesure de comprendre quand est-ce l'utiliser, où regarder pour s'assurer qu'il soit utilisé, et faire des choix éclairés, même si vous n'êtes pas un développeur, vous n'êtes pas dans le domaine informatique, vous êtes un utilisateur vraiment averti, ben là, l'information que vous avez eue jusqu'à présent vous permet de comprendre ça. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Si cependant, ça vous intéresse de savoir comment ça se fait, là on parle pas de couleurs, on va parler de mathématiques, qui sera assez simple, ben, je vous invite à continuer d'aller visiter plutôt la deuxième partie de la capsule là, que j'ai mis dans un autre module complètement. Alors, avis aux intéressés, ça se poursuit dans l'autre capsule. Merci.